Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une, mais aujourd'hui ce sera un monsieur passionné de lecture que nous avons déjà eu l'occasion de voir. Et puis ça fait un petit moment qu'il est passé. Donc vous allez certainement le reconnaître. Nous disons bonsoir à... Bonsoir à Pierre-Philippe Landau. Donc effectivement, un habitué de l'émission qui a déjà eu l'occasion de présenter un certain nombre de livres, que ce soit des romans ou bien que ce soit des essais, des études, et qui est effectivement très content de retrouver le studio, l'animateur, l'ambiance de l'émission. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup, Pierre-Philippe. En tout cas, sois le bienvenu sur le plateau. Merci. Et puis, merci à toi. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Donc, comme d'habitude, nous allons découvrir un nouvel ouvrage. Je peux déjà imaginer qu'avec Pierre-Philippe, que nous allons voyager. Par contre, voyager où? Je ne sais pas exactement, mais il va nous dire. Donc, de quoi vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler d'un roman de Mérine Seco intitulé Au revoir Mantine. D'accord? Alors, on va voyager avec ce roman-là, pas loin, on va voyager en Martinique, mais pas loin géographiquement, mais en fait, on va voyager quand même assez loin dans le temps, puisque c'est un roman qui évoque ses souvenirs d'enfance. Hein. Alors, bien qu'elle ne soit pas très très vieille, hein, mais ce sont des souvenirs qui nous replongent dans une Martinique d'il y a quelques décennies, on va dire, 2 ou 3 décennies. Hein. Voilà, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant avec ce roman-là, donc qui est intitulé Au revoir Mantine. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que justement, Madame Mancé-Caster, dans son roman, fait apparaître en quelque sorte les différences qu'il y a entre la Martinique qu'elle a connue, elle, enfant, c'est-à-dire la Martinique d'il y a 20-30 ans, hein, la Martinique donc du début des années 2000, et puis la Martinique de l'époque de Mantine, donc d'il y a 100 ans, quoi, en gros. Hein. Donc voilà pourquoi le livre s'intitule comme ça, Au revoir Mantine, parce qu'il s'agit de constater dans le texte les évolutions qu'a connues la Martinique depuis un siècle. Hein. Alors les évolutions, mais aussi les permanences, hein, parce qu'on va voir quand même que bien que l'époque de Mantine soit relativement éloignée de celle de Madame Mancé-Caster, il y a quand même des permanences qu'on peut constater voilà, en fonction des thématiques qu'on évoque. Alors vous avez constaté que j'ai dit que l'auteur s'appelait Mérine Seco. Hein, Mérine Seco, c'est effectivement le pseudonyme de Madame Corinne Mancé-Caster. Hein, son pseudonyme, c'est une espèce d'anagramme par rapport à son véritable nom. Alors, bon, qui est-elle, cette Corinne Mancé-Caster? Ben, c'est une universitaire, hein, extrêmement brillante, hein, puisqu'elle est agrégée d'espagnol, si je ne me trompe pas, de linguistique aussi. Et donc, elle a été présidente de l'Université des Antilles. Voilà. Elle a eu quelques démêlés au sein de cette université-là, tout le monde s'en souvient. Et elle est actuellement professeure de linguistique à la Sorbonne. Hein. Donc, elle y est depuis une dizaine d'années. Et donc, elle a certainement beaucoup d'activités et de charges à assumer, mais ça ne l'empêche pas de trouver le temps de rédiger donc, des textes extrêmement intéressants, comme ce roman que j'ai lu avec grand plaisir et que je serai très heureux de vous présenter. Alors, dans l'intitulé, on parle de Mantine. Oui. Moi, quand j'entends Mantine, je pense à un ouvrage, justement, d'un auteur local martiniquais. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou bien... Alors, il y a plusieurs liens, parce que dans ce roman-là, Mérine Seco évoque son enfance dans la campagne de Rivière-Salée. Ah. Voilà, donc c'est déjà un premier lien. Puisque nous savons tous que José Assam, le héros de La Oucase Nègre,
évoluait à Rivière-Salée, et il se trouve que certains des protagonistes du roman de Mérine Seco évoluent du côté de Font-Maçon, qui est un quartier de Rivière-Salée, entre Rivière-Salée et Morne-Honoré, Rivière-Pilote, si tu veux. Et donc ça, c'est une première ressemblance. La deuxième, c'est qu'il s'agit donc de souvenirs d'enfance, où le même type de personnage va apparaître dans son roman, puisqu'on retrouve la description d'un instituteur, la description de parents, de grands-parents, d'oncles, de tantes, chose qui apparaissent également dans Wicasdek, même si dans Wicasdek, il y a surtout l'impact sur justement la grand-mère du héros, donc Mantine. Mais on retrouve aussi la description d'un certain nombre de lieux extrêmement symboliques et représentatifs de la Martinique, de la Martinique rurale. Il y a de longs développements sur, par exemple, les boutiques, sur les salles de classe, sur les églises, les lieux de culte, qui sont donc des endroits très fréquentés par les Martiniquais, bien évidemment, et qui ont laissé beaucoup de traces dans la mémoire collective, et puis dans la culture, tout simplement, de l'île de la Martinique, quoi. Voilà. Donc, il y a ce genre de ressemblance-là, effectivement. Et puis, il y a le style. On peut dire que le style également... je ne dirais pas qu'il rappelle celui de Wicasdek, mais bon, on peut d'ores et déjà dire que nos téléspectateurs vont se rendre compte que c'est un style extrêmement facile à lire, pas difficile syntaxiquement, grammaticalement, et que, c'est écrit un petit peu comme on parle. Donc, c'est très agréable, comme l'est le roman de Joseph Zobel. Voilà les parallèles qu'on peut tracer. Et puis il y a aussi quelque chose qui est lié à l'école, comme je le disais tout à l'heure. Dans les deux cas, nous avons affaire à des jeunes qui ont fréquenté l'école et qui, grâce à l'école, se sont élevés dans la hiérarchie sociale. C'est peut-être plus net pour Joseph Zobel et pour son héros, pour José Assam, mais ça transparaît quand même dans le roman de Mérine Seco, parce qu'elle accorde justement, je l'ai déjà dit, beaucoup d'importance à la description de l'école, du monde scolaire, de l'instituteur, etc. Mais elle évoque aussi beaucoup la manière dont la jeune qu'elle était et la manière dont sa sœur vivait, en quelque sorte, la chose scolaire. Il y a de longs développements intéressants d'ailleurs là-dessus. Alors, si tu le permets, on va embrayer justement directement dessus, puisque j'ai quand même insisté sur cette dimension du roman. Donc, effectivement, dans les premières pages, il y a donc une description assez poussée, disons, du rôle de l'instituteur, donc de Font-Maçon, puisque c'est là qu'a été scolarisé, Mérine Seco, on va l'appeler comme ça. Alors, voilà. Donc, alors, je préviens les téléspectateurs qu'aujourd'hui, on va présenter le livre d'une manière un petit peu différente de ce que nous faisons d'habitude, puisque je vais vous lire des extraits représentatifs, significatifs, très intéressant, que j'ai sélectionné donc à dessein, plutôt que de faire des commentaires littéraires sur tel ou tel passage, quoi. Je crois que ça va donner à nos téléspectateurs envie d'aller plonger eux-mêmes par la suite dans le roman lui-même, puisque les extraits seront, je l'espère, suffisamment intéressants pour les pousser à acheter le livre, voilà, ou bien l'emprunter éventuellement, mais en tout cas le lire. Bien, alors justement, donc comme je vous le disais, l'un des premiers chapitres est consacré à la description du rôle de l'instituteur, donc de cette école.
de l'institut. Bon, alors, il y en a deux. Hein. Il y a un instituteur et une institutrice. Hein, voilà. Donc, effectivement, c'est normal qu'il y en ait deux, puisque l'auteur évoque à la fois la classe dans laquelle elle se trouve, elle, et la classe dans laquelle se trouve sa sœur. Donc, c'est normal qu'il y ait deux enseignants différents. Donc, l'un s'occupe de la grande et l'autre de la petite sœur. Voilà. Alors, nous ne soupçonnions pas alors, dans les gestes maîtrisés de l'institutrice et dans la sévérité sans faille de son compagnon de toujours, l'instituteur, quel sacrifice se cachait, quelle fatigue se levait et quel sillon indélébile se traçait vers leurs artères et les muscles de leur cœur aimant. Chaque matin, aux aurores, après une soirée de labeur passée à nous faire réciter nos leçons et à effectuer les préparations du lendemain pour leurs enfants qu'ils chérissaient presque autant que nous et qui portaient le doux nom d'élèves. L'institutrice, qui avait la difficile mission de leur apprendre à lire, dessinait sur les feuilles de Bristol des animaux ou des paysages avec les sons tout en bas, entre crochets. Elle préparait des stencils qui laissaient des traces violettes sur les mains fatiguées jusque tard dans la nuit. L'instituteur restait attablé moins longtemps devant un cahier mythique, le cahier de préparation, où il consignait avec minutie la date du lendemain, les tâches à accomplir, les exercices en prévision soigneusement rédigés. Il rangeait ensuite ce cahier qui renfermait tous les secrets de sa pédagogie dans son attaché case noire, toujours le même, année après année, malgré l'usure naturelle du temps et les coups durs des intempéries. La grande sœur avait la difficile mission de ne pas décevoir, de ne jamais décevoir. À elle, la délicate entreprise d'apprendre à lire avant tout le monde, de savoir compter, de bien se comporter dans la classe des collègues de l'instituteur en quête du moindre faux pas. À elle ce fardeau de ramener les meilleures notes, les satisfecit, d'introduire une lignée de champions de fort en thème. L'instituteur n'a pas besoin de lui écrire cette mission. Il n'a rien besoin de le dire pour la lui signifier. Ses gestes parlent d'eux-mêmes. Etc., etc., etc. Voilà. Alors, elle continue un petit peu plus loin. Elle passe à l'institutrice, maintenant, après l'instituteur. Alors, avant d'évoquer le travail de l'institutrice, je vais d'abord indiquer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble, les deux sœurs sont un petit peu rivales au niveau scolaire. Donc, cette rivalité apparaît assez régulièrement. Et donc, parfois, comme la cadette est quand même plus forte que son aînée, les instituteurs vont récupérer la cadette dans la classe où elle se trouve pour la faire venir régler des problèmes dans la classe de la sœur aînée. Voilà, donc c'est pas très très pédagogique, mais enfin bon, nous sommes dans les années, nous sommes il y a quelques années, et donc à la campagne on pouvait estimer que ça pouvait passer quoi. Alors voilà le genre de situation auquel ça donne naissance. Alors, humiliation suprême. Il envoie chercher, donc l'instituteur, il envoie chercher la cadette dans la classe inférieure, à l'étage du dessous. Elle devra résoudre le problème qui tient en échec son aîné. Il sait qu'elle en a la capacité. La cadette entre dans la classe l'air inquiet. Elle a toujours l'allure de quelqu'un qui n'est à sa place nulle part. D'un regard, elle a compris la détresse de son aîné, le drame qui se joue, la déception de l'instituteur et l'espoir fou qu'il reporte sur elle. Voilà. Un petit passage qui donne
un aperçu de la manifestation de cette rivalité. Juste une petite question personnelle pour ma curiosité. Oui. La cadette, c'est l'autrice ou bien... Oui, je pense que... Alors bon, voilà, la cadette, tu as tout compris. La cadette, c'est l'autrice, puisque, bon, elle apparaît comme quelqu'un d'assez doué intellectuellement. Et on verra par la suite, dans le reste du roman, que, effectivement, l'auteur... fait apparaître par la suite une jeune fille, donc qui est donc la cadette en question, et qui effectivement aura un parcours extrêmement brillant à cause en particulier de ses talents intellectuels. Donc c'est la cadette qui supplante en fait son aîné. Bon, situation qui n'est jamais très agréable pour les aînés, hein, et qui, bon, assure les plus jeunes quand ça se passe dans d'autres familles, parce que ça, ce n'est qu'un exemple de choses qui a pu se passer vraisemblablement dans d'autres familles, fait que, effectivement, les jeunes personnes douées sont effectivement très sûres d'elles et, voilà, entreprennent les études avec beaucoup d'optimisme et bon, voilà, sans pour autant mépriser leurs aînés ou bien leurs frères et sœurs. Bon, dans toutes les familles, on a connu ça, bon, des gamins qui étaient plus ou moins doués, mais qui faisaient néanmoins preuve d'une certaine magnanimité, on va dire, vis-à-vis de leurs frères et sœurs, quoi. Il y a pas de, c'est pas une rivalité méchante, hein. C'est quand même une rivalité saine. Bon, effectivement, voilà. Donc, donc c'est quelque chose de psychologiquement quand même de très positif, hein, bon, à laquelle on a assisté à travers ce passage-là en particulier. Alors, voilà ce qu'on dit également de l'instituteur, ce qui nous rappelle un petit peu le travail de Monsieur Roch, qui était l'instituteur de José Assam dans Wicas d'Aigre. Voilà, c'est cette ancienne catégorie d'instituteurs qui avaient qui investissaient beaucoup dans la réussite de leurs élèves. Alors voilà ce que dit l'auteur. Mais l'instituteur ne renonce jamais. Il les mène, c'est-à-dire les élèves, tout droit au certificat d'études, ou plus tard en 6e. Il est lui aussi issu du fond de la campagne, d'un bout du monde perdu au milieu des bois, et c'est ce que c'est que d'avoir la tête buissonnière. Hein? Donc l'instituteur, pour avoir vécu le monde de la campagne, les difficultés que ça occasionne, était d'autant plus désireux de voir réussir ses élèves. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une première dimension. Alors j'ai parlé effectivement tout à l'heure de la différence de talent intellectuel entre les deux sœurs. Alors, j'ai précisé que ça s'est concrétisé plus tard, justement. J'ai justement un passage qui évoque ça. Comment dirais-je, l'intelligence, en fait, de la sœur cadette, hein, qui, grâce à ça, dévore les livres. Hein. Alors, elle parle d'elle-même, hein, Mérine Séco. Elle sait qu'elle passera tout son temps à lire seule, assise sur les carreaux frais du couloir ou recroquevillée dans un fauteuil. Elle pourra aller à la chasse à la libellule derrière la maison avec son frère et s'asseoir sur les grosses roches, plates ou anguleuses, pour réinventer le monde en vivant des aventures rêvées. Mais cela n'ira guère plus loin, car la vie chez elle est recouverte par la littérature. Elle lit plus qu'elle ne vit. Ses vrais amis défilent entre les pages. Club des 5, Les aventures d'Alice, Fantomette, Arsène Lupin, Le clan des 7 et un peu plus tard les Rougon-Macquart et Stendhal, hein, qu'elle dévore à 9 ans. Elle se souvient de son incroyable découverte de la cousine Bette et de toutes les fois où, interrompant sa lecture, le cœur en émoi, elle s'était demandé si pareille méchanceté pouvait exister vraiment. Elle collectionne les mots rares, les expressions toutes faites. Elle emmagasine des scénarios de vie, des archétypes de tragédie. Elle a inversé le cours habituel des choses et du temps et cherche les références littéraires des réalités qu'elle vit. Elle sait donc par avance comment les actes vont s'enchaîner.
Elle connaît les dénouements et traite les exceptions. Elle a compris très tôt que c'est la littérature qui est la fabrique du monde et non l'inverse. Sinon, pourquoi saurait-elle prédire à l'avance le comportement des gens qu'elle rencontre ou qui croisent simplement sa route? Comment aurait-elle une appréhension si exacte de toutes les situations qu'elle est amenée à vivre? Elle n'a jamais cherché à partager cette conviction avec quiconque. Personne ne la prendrait au sérieux. On la traiterait de petite sotte, de prétentieuse. Donc elle se tait et on la croit timide, à tort. Elle n'est pas timide. Elle fabrique un monde intérieur d'une densité telle que ses méninges tournent et tournent comme un manège fou qui s'emballe. Elle n'a pas besoin de converser souvent. Elle préfère observer, interpréter, disséquer. Les mathématiques l'amusent sans l'émouvoir. Elle vibre quand elle renifle les traces de l'humain en tant qu'être doté de sentiments ou d'une pensée sur l'humain. Elle n'aime pas les univers trop froids des nombres ou les figures géométriques, ni les topologies. Elle n'a pas étudié l'homme en tant qu'être vivant, ni en tant que concepteur de systèmes abstraits faits de signes incompréhensibles. Elle est en quête de philosophie, de cosmogonie, d'imaginaire, de manuscrits énigmatiques, d'archives invisibles et de langues inconnues. On voit que c'est bien une femme de lettres. Alors, on voit bien, voilà, la femme de lettres que c'est devenu par la suite, puisqu'elle a pu confirmer ses talents dans son activité d'adulte, quoi, tant d'enseignante que d'écrivaine, que nous apprécions tous, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour le parcours de l'aîné, mais Mérine Séco ne s'intéresse pas qu'à un ou deux personnages. Et elle jette un regard extrêmement fin, extrêmement subtil sur le monde des femmes qui l'entourent. Parce que bien évidemment, bon, elle a un père ou une mère, une grand-mère, elle a aussi des tantes et des oncles. D'accord ? Et elle voit comment elle a des tantes, donc je l'ai dit, elle a une grand-mère aussi, je l'ai précisé, et elle analyse de manière très très fine la vie à la fois matérielle, pratique, quotidienne de ces gens-là, que leur vie intellectuelle, morale ou mentale. Elle analyse très finement la psychologie en fait des femmes antillaises, surtout quand elles évoluent dans le milieu familial. Bon, nous avons une société assez particulière et les femmes y jouent un rôle très important et elle a su analyser très justement ce rôle-là. Et donc il y a des parties, donc il y a une bonne partie du roman qui montre toute cette intensité dans la vie à la fois quotidienne, mais aussi sentimentale et psychologique des femmes. Donc, je vais vous en parler, puisque j'ai choisi de présenter le roman par thème, pas en suivant la chronologie de l'histoire, mais par thématique. Et la deuxième thématique, c'est justement, pour moi, la deuxième thématique qui se dégage, c'est celle qui est en relation avec la vie des femmes. Alors, pour commencer, il y a une série de pages qui évoquent la monotonie de la vie quotidienne des femmes. Il faut bien se mettre dans le contexte, M. Collier, bien se retremper dans la Martinique d'il y a 30 ans. Et encore, dans cette Martinique-là, les choses avaient quand même déjà changé par rapport à il y a 70 ou 80 ans. Mais les vieilles personnes, les personnes âgées d'il y a 30 ans, vivaient sur un rythme qui était celui des années 50. Et qu'elles avaient connu déjà enfants. Donc, cette monotonie-là, c'est une monotonie qui a marqué effectivement des générations et des générations de femmes. Alors, j'en ai quelques exemples là, que je vous lirai si vous voulez bien. Alors, elle évoque sa grand-mère, d'accord ? Voilà. Alors, elle, au pluriel, elle, c'était ma grand-mère, mon popo, mon arrière-grand-mère, mon Ida la terrible, et ma grande-tante,
tante, comme on disait, comme une deuxième grand-mère. Elles étaient rassurantes parce qu'elles accomplissaient toujours les mêmes choses, au même moment, irrémédiablement. L'heure de la prière, du 4 heures, la toilette du soir dans le bidet en faïence, à l'eau froide, la chemise de nuit brodée achetée dans le bazar du bourg, parfois à crédit, parfois non. Les étagères de la cuisine tapissées de biscuits, la soupe grasse du samedi soir, le boudin du samedi midi, la messe des lobes, les pèlerinages à 4 heures du matin et Dallas aussi, le feuilleton. Oui. C'était incontournable. C'était incontournable, oui. Je les revois avec leur cabas en toile, descendre à petits pas vers le marché du bourg avec moi, heureuse comme tout de passer du temps avec elles, d'entendre ce parler créole si mystérieux auquel je n'avais pas droit. 4 tresses voltigeaient, mes sandales aux pieds, et elle disait « Embrasse, c'est la famille, c'est la fille de Juliette, non pas l'aînée, la cadette. Elle apprend bien à l'école, hein. Ne la regarde pas là, hein. Embrasse-la, c'est la famille. » Donc je pense que nos spectateurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs voient très très bien le genre de scène, quoi. Ce sont des scènes que nous avons tous connues. Voilà. Hein, donc c'est ce qui fait le charme donc, de ce passage-là et d'autres passages. Donc, toujours, donc c'est sa grand-mère, voilà. Elle continue en disant, elle me parlait créole, ou dans un français singulier, qui ne le m'intriguait guère, parce que c'était elle. Avec elle, la vie était simple, si simple parce que régulière, sans complication. Elles m'ont donné le goût de de ce bonheur de vivre sans rien, avec juste ce qu'il faut. Avec juste ce qu'il faut. C'est cette certitude que nous ne sommes rien, que des fétus de paille, des âmes qui errent par-delà le monde, certes heureuses malgré les tracas, mais toujours décentrées en quête d'une éternité bienheureuse. Hein? Alors elle continue en disant « J'ai grandi avec elle, surtout les fins de semaine, dans leurs bras attentifs, sans caresse, mais avec du savon de Marseille, hein, le gros savon pour me laver, du lait Nestlé pour le matin, de la soupe pour ne pas rester petite à terre, dans la poussière et des prières. » Protection continue à la volonté de Dieu. Tu n'es rien sans lui. Personne n'est rien sans lui. Souviens-toi, ma chérie. Donc, il s'agit d'un tableau extrêmement attendrissant, mais très réaliste, quoi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a tous connu des tantes, des grandes tantes, des grands-mères de ce style-là, quoi. Voilà. Prises dans leurs habitudes de personnes âgées. Bien, alors, ces dames-là ne se contentent pas d'avoir donc, on l'a vu, des pratiques religieuses, puis des pratiques quotidiennes un petit peu routinières. Elles ont quand même des principes moraux extrêmement simples, que bien évidemment, elles cherchent à inculquer absolument à leur petite fille, enfin à sa petite fille. Avec des leçons de morale en permanence. Alors voilà ce qu'elle dit toujours des femmes âgées qui l'entourent, des parents âgés qui l'entourent. Elles m'ont appris à dire les choses simplement, ce qui va comme ce qui ne va pas. Elles m'ont appris à aimer le temps qui passe sans bouleverser les choses. La patience, l'attente dans les après-midi paisibles, sans bruit, sans trop de mots. Elles n'étaient pas exigeantes. Il faut s'adapter à tout, car du jour au lendemain, tout change, tout s'en va. Elles m'ont mis dans les veines ce flux de la vie qui s'écoule lentement, mais dans la précision méticuleuse de tâches que l'on accomplit avec le sens du devoir, du travail bien fait, du respect de l'ouvrage de Dieu. Ne te moque jamais de ton voisin, ne l'envie pas, tu as ta juste part. Ne cherche pas trop, mais apprends à l'école pour être à ta place, celle que Dieu a prévue pour toi. Hein? Voilà, donc... voilà comment se passe l'éducation de cette jeune fille-là. Hein? Voilà, entourée de principes moraux, bon, on pourrait continuer, mais il y a quand même d'autres thématiques à aborder. Donc, ce que je vais faire, hein? Et donc, à part la description donc de ces femmes dont on voit bien le monde
qu'elles évoquent. Hein. C'est toute une culture passée. Il y a toute une série de passages sur justement le rôle de la femme dans la société. Hein. Je te le disais tout à l'heure, Mérine Seco a très bien compris que les femmes, comment dirais-je, jouaient un rôle particulier dans la société créole qui est la nôtre, et que les femmes étaient soumises à des problématiques extrêmement prégnantes, hein, notamment dans leurs relations avec les hommes. Hein. Elle nous laisse transparaître que les relations entre hommes et femmes, entre mari et femme, entre belle-mère et belle-fille, entre femmes mariées et maîtresses, sont des relations extrêmement compliquées, extrêmement codifiées en même temps, et qui donnent lieu à toute espèce de situation à la fois cocasse. Hein, parce que, bon, on sourit quand on va lire quelques passages, mais aussi qui peuvent être dramatiques et difficiles à vivre pour les femmes. Hein. Elle a compris quelque part elle a montré quelque part que les femmes vivaient certaines formes de souffrance qu'elles n'exprimaient pas forcément verbalement de manière claire. Hein. Voilà, ça transparaît très très nettement donc dans les anecdotes qu'elle raconte, parce qu'on reste au niveau de l'anecdote, même si à partir des anecdotes, elle tire des conclusions quand même générales. Tu vois? Bien. Alors là encore, je vais me permettre de vous lire quelques extraits de ces mouvements donc très particuliers de la vie familiale de ces gens-là, hein, qui quelque part sont nous-mêmes, hein. Ne nous faisons pas d'illusions. Hein. Je dis ces gens-là, il faut bien croire que ça n'a aucune espèce de dimension péjorative. Je parle des gens du roman, mais je pense que nos téléspectateurs ont compris à quel point c'est facile de s'identifier à ces gens-là, justement, à ces personnages-là. Hein. Voilà. Alors, elle évoque, donc justement, pour bien situer les souffrances des femmes, elle commence par faire comprendre que ces souffrances-là sont dues à l'absence de l'homme dans certaines situations où il devrait être là. Hein, et en particulier pour ce qui est de l'éducation de ses enfants, de leurs enfants, puisqu'on parle des hommes en général. Alors, donc les femmes, hein, elle parle des femmes de sa famille, et elle dit, elle n'ignore pas en effet que leurs arbres généalogiques, donc des familles, arrivent amputés de presque tous les rameaux paternels, et que si elle voulait être totalement honnête, elle devrait mettre en lieu et place des cases dédiées aux pères, celles des grands-mères. Hein? On comprend ça pour bien montrer que les pères sont absents, mais qui sont remplacés par des grands-mères, des tantes, des marraines, etc., parce qu'ils n'assument pas toujours le rôle. Les pères n'ont pas reconnu leurs descendants, mais ils ne sont pas pour autant inconnus. Tout le monde dans le bourg ou dans les campagnes serait capable de dire « c'est Ishmissi un tel ». Mais dans le même temps, pour ajouter à la confusion ambiante et alimenter la médisance, on pourrait entendre fuser cette petite mise en garde, c'est plutôt celles qui savent ça qu'il n'y a un tchagi au monde. Autrement dit, seule la mère pourrait dire avec certitude qui est le père de ces petits négrillons. Point à la ligne. Dans les arbres de généalogie, les cases dédiées au père pourraient ainsi être complétées sans que cela affecte aucunement les non transmis qui sont presque toujours irrémédiablement ceux des matriarches. Parfois, sur le tard, un adulte change de patronyme, reconnaissance paternelle sur le pouce, mais on continuera pourtant de l'appeler toute sa vie du nom de sa mère. Tu vois ? Donc
Donc voilà. Alors, cette absence du père-là, elle se manifeste encore quelques pages plus loin. Les aïeules parlent rarement des hommes et quand elles le font, elles utilisent des formules lapidaires. Elles vivent dans la crainte du ventre à crédit, des règles qui ont eu du retard, des filles dévergondées. Elles sont dans le soupçon permanent. Le questionnement muet et les reproches par anticipation. Elles traquent les moindres retards après l'école, les chuchotements, les rires. Elles n'aiment pas les amitiés entre filles qu'elles traitent de vicieuses. Elles repoussent hargneuses les invitations faites à leur progéniture de sexe féminin. Elles repoussent hargneuses les invitations faites à leur progéniture de sexe féminin. Ont en horreur les sorties, les balles auxquelles celles-ci pourraient se rendre. Tous leurs mots respirent la méfiance. Elles sont torturées par l'imaginaire de la disgrâce. Les hommes sont absents, mais occupent tout l'espace. Quand un voisin passe, il lâche parfois une phrase comme une petite bombe à retardement. « Fouti qu'à son papayen ?» L'aïeul sourit à peine et rétorque sèchement. « Où ça qui papayen ?» Toute ressemblance avec des personnes réelles ne serait que pure fiction. Les filles grandissent dans cette atmosphère pesante au sein de laquelle elles sont traitées par avance comme coupables d'une faute qu'elles n'ont pas commise, ou pas encore, et qui n'est jamais nommée. On vérifie qu'elles s'assoient avec les jambes bien fermées, qu'elles ont bien mis leur jupon pour que le soleil, dans l'encadrement d'une porte, ne divulgue rien de leur entrecuisse. Elles sont soumises à un régime permanent de contrôle, comme si elles passaient la douane tous les jours. Donc ce passage-là est intéressant aussi. Alors il y a deux thématiques. Effectivement, il y a l'absence des pères qu'on évoque, mais il y a aussi le contrôle qu'exercent les mères sur la sexualité de leurs filles. On voit bien, c'est très net. Ça aussi, c'est une dimension des souffrances, entre guillemets, que les femmes ont pu vivre. C'est cette chape d'autorité, de contrôle qui s'est toujours abattue sur leur sexualité. C'est très bien dit là dans le passage. Ce sont des femmes qui craignent par-dessus tout que l'une des filles ne tombe enceinte. Et c'est la raison pour laquelle, justement, elle contrôle aussi strictement le comportement, les sorties, les attitudes des filles pour qu'elles ne se fassent pas séduire par un garçon et pour qu'elles ne tombent pas enceintes. Donc ça aussi, c'est très représentatif de notre culture, quoi, d'une certaine culture créole qui, comme on le sait, a beaucoup réprimé la sexualité, qui a beaucoup surveillé la sexualité des jeunes femmes, tout en autorisant les garçons à avoir, par contre, une sexualité complètement libérée, complètement débridée. Et c'est justement cette contradiction-là est l'objet de plusieurs passages. Alors j'espère que je vais pouvoir les retrouver, parce qu'elle crée un parallèle, justement. Elle compare les deux éducations en disant en laissant entendre qu'il y a une injustice, quoi, ou en tout cas un déséquilibre, avoir d'un côté des filles hyper surveillées et de l'autre côté, au contraire, une stimulation, un encouragement des garçons à être coureurs, machos, avoir des aventures, avoir plusieurs petites amies, et elle va même plus loin. Plus tard dans le roman, je vais essayer de retrouver les passages correspondants. Elle laisse aussi sous-entendre que les mères, les mamans, même lorsqu'elles ont affaire à un fils marié, encouragent à la limite ce garçon-là à avoir des aventures extra-conjugales, voire une maîtresse. Pour ces femmes-là, qu'un homme ait une maîtresse, même au détriment de sa femme, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça a une dimension positive. Parce que justement, le monsieur en question a prouvé sa virilité, a prouvé et cette comment dire, cette situation fait que
elle arrive à décrire l'hostilité, l'espèce d'hostilité qu'il y a entre les belles-mères et leurs belles-filles. Et parce que pour elle, justement, les mères n'acceptent jamais, quelque part, comment dirais-je, le côté honnête, enfin la relation qui devrait être harmonieuse entre leur fils et sa femme, enfin, entre leur fils et leur femme. D'accord? Donc, il y a une espèce de guéguerre, hein? Il y a une espèce de guéguerre entre les femmes et, enfin, les belles-mères et leurs belles-filles. Hein? Donc, elle conclut par ça. Enfin, c'est l'une des... Elle conclut par ça. Et donc, je vais vous lire, pour finir, je pense, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, un passage qui est très représentatif de cette guerre-là, de cette guéguerre-là. Tout coule pour tant de sources. Ce sont bien ces mêmes mères, qui encouragent le papillonnage sexuel de leurs fils, pour éviter précisément que ceux-ci ne s'attachent à une seule femme et ne lui transmettent le nom qu'elles ont eu tant de peine à leur donner, à leur fils. Ce nom qu'elles ont gardé au prix de leur propre malheur, pour qu'eux puissent le pérenniser à travers leurs descendants mâles. Elles sont prêtes à reconnaître la descendance mâle de leur fils, mais pas les femmes qui ont porté cette descendance. Elles voudraient construire un arbre généalogique sans les figures de ces filles-mères dévergondées qui ne sont à leurs yeux que des filles-mères dévergondées, c'est-à-dire de leurs belles-filles. Elles rêvent d'un arbre généalogique avec des cases de noms de mère, de fils et de petits-fils. La monogamie exclusive des fils signe pour les mères la fin de leur règne tout-puissant. Elles éduquent donc ces derniers à l'intermittence amoureuse, à l'éparpillement, tout en se persuadant elles-mêmes de ne rien comprendre à leurs infidélités incessantes. Elles vont même jusqu'à les condamner. Hein? C'est très subtil, c'est très fin comme analyse. Hein? Bon, je n'ai pas le souvenir d'avoir lu des analyses sociologiques aussi pointues. Hein? Donc il a fallu que ce soit, et Dieu seul sait s'il y en a eu, hein? Il y a déjà eu pas mal de textes sur la matrifocalité, bon, etc. aux Antilles. Et donc, bon, c'est la première fois, me semble, autant que je me souvienne, que un texte va quand même aussi loin dans l'analyse des rapports entre belle-mère et belle-fille, tu vois. Et ça, c'est l'un des mérites de ce livre-là, qui est un roman, mais dont on sent très bien que il a été largement inspiré par la vie qu'a vécu Mérine Séco. Hein? On sent qu'elle a baigné dans ce milieu-là et qu'elle a fini par le connaître autant que des sociologues n'auraient pu le faire. Quoi. Voilà. Donc j'encourage les lecteurs à se précipiter sur ce roman qui est l'un des tout premiers, hein, de Mérine Séco, donc de Corinne Massé-Caster. Elle en a rédigé un il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas son titre en tête. En tout cas, celui-là date de 2016, donc il n'est pas très très vieux. Et donc, il est facile à lire, agréable. Il nous replonge dans des milieux que nous avons connus, dans des situations que nous avons connues. Et donc, j'encourage les amoureux de la lecture, nos téléspectateurs à le lire. Merci beaucoup Pierre-Philippe pour cette présentation de Au revoir Mantine de Mérine Séco. On a bien voyagé, on a l'impression justement, il y avait une rediffusion l'autre jour de Retour vers le futur. On a l'impression d'être retourné dans le passé. D'accord. Mais écoute, c'est tout le charme de la littérature. Hein. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, si comme Pierre-Philippe, vous souhaitez présenter un coup de cœur, un livre qui vous plaît ou qui vous a plu, soit récemment ou il y a très longtemps, c'est possible, il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Merci beaucoup Pierre-Philippe. Tout le plaisir était pour moi. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. Bonne fin de journée.